Brahim Hamouche, vous êtes donc membre du groupe de soutien, du groupe d'amitié, pardon, France-Liban. Qu'est-ce qui fait les liens entre nos deux pays? Écoutez, énormément de liens historiques, culturels, politiques, de stabilité régionale également. Je dois d'abord dire que j'ai une pensée attristée et très fraternelle vis-à-vis de l'ensemble des Libanais qui vivent au Liban, mais qui vivent aussi, la diaspora libanaise est très importante. Presque 14 millions de Libanais vivent en dehors du Liban, et particulièrement en France. Nos liens sont plus que simplement des liens d'État à État. Ce sont vraiment des liens au sens fort du terme et au sens fraternel du terme. J'étais encore hier soir, au-delà de minuit, avec un certain nombre d'amis franco-libanais, d'ici ou de là-bas, qui sont très inquiets par rapport à la situation, par rapport aux dégâts, par rapport aux conséquences, par rapport à ce qui s'est passé. Mais je crois qu'ils ne manqueront pas de notre solidarité, et je crois que c'est dans les difficultés qu'on reconnaît les amis, et c'est aujourd'hui l'amitié franco-libanaise, comme vous l'avez rappelé en tant que membre du groupe d'amitié franco-libanaise, ne manquera pas vis-à-vis et des Libanais et effectivement de la situation particulière, humainement dramatique que vit aujourd'hui nos amis et nos frères et nos sœurs du Liban. Expliquez-nous un peu quelle est la situation. On parlait de la jeunesse tout à l'heure. Catherine André tout à l'heure nous disait 50% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Ce pays économiquement, alors on a bien compris l'instabilité politique qui dure depuis des années et des années. Économiquement, la chute s'est accélérée de façon absolument dramatique depuis quelques mois ou quelques années. Oui, 50% de la population sous le seuil de pauvreté, 35% de chômeurs, une classe politique disqualifiée en tous les cas par la population, notamment pour cause de corruption, une dette publique qui se monte à presque 92 milliards de dollars, c'est-à-dire 170% du PIB, donc une économie exsangue, en faillite, un État en faillite, avec un contexte géopolitique qui vient d'être rappelé, une instabilité nationale, une démocratie qui était exemplaire il y a quelques années, puisque le Liban était cité comme la petite Suisse, à la fois du point de vue économique, mais également du point de vue du fonctionnement démocratique, et qui arrivait à faire cohabiter 18 communautés confessionnelles, faut le savoir. C'est-à-dire que le Liban est d'une grande richesse spirituelle et d'une grande richesse religieuse et d'une grande richesse, je dirais, culturelle. Aujourd'hui, le Liban traverse la plus grande crise qu'il a pu traverser depuis son indépendance, voire même une crise peut-être que je qualifierais d'existentielle, c'est-à-dire que pour l'avenir, un certain nombre de Libanais s'inquiètent, sont prêts, je dirais, à sortir et à partir, alors que lorsque l'on connaît le Liban et la force d'attractivité de ce pays, tant régional qu'international, il y a lieu vraiment, il est urgent d'accompagner et de permettre à toute cette jeunesse, parce que comme dans beaucoup de pays de la région, c'est un pays très jeune de pouvoir je dirais, s'accomplir dans tous ses besoins, ses demandes et ses désirs, je dirais, comme toute une jeunesse de par le monde. Je profite du fait que vous soyez là. Vous êtes psychiatre. Il se trouve que vous êtes psychiatre. Il l'a évoqué, ce commandant à l'instant. Ils vont arriver auprès de populations traumatisées. Quelle est l'urgence dans ces cas-là ? L'urgence, c'est ce qu'on appelle l'agir. Il l'a très bien signifié, le capitaine. C'est d'aider, la relation d'aide, d'être présent, d'assister, d'accompagner et de permettre à ce que la population sente qu'il y a un dispositif. Un dispositif de soutien, soit pour orienter vers les hôpitaux, soit pour les gestes d'urgence, soit pour localiser et d'accompagner sur un court et un moyen terme, et puis après permettre le travail de deuil, puisqu'il s'agit vraiment d'un deuil traumatique, et ensuite de rebondir, c'est-à-dire ce qu'on appelle la résilience, de pouvoir, je dirais, vivre avec cette catastrophe, mais vivre aussi dans un projet de vie, de reconstruction, de réhabilitation, de refondation pour ce qu'il y a à faire. Donc là, on est sur plusieurs axes, l'axe physique, médical, sanitaire, hygiène, parce qu'il y a des conséquences aussi liées à l'eau, liées à tout ce qui a pu avoir des dégâts, et puis les conséquences traumatiques ou psychotraumatiques qui sont à prendre dès le début, et ne pas
attendre. C'est ça. Il faut vraiment, dans l'urgence, commencer immédiatement. Ça commence tout de suite. Le travail pour plus tard commence absolument. tout de suite. Vous voyez ces hommes et ces femmes là sur ces images qui sont en train de s'apprêter à embarquer pour ces avions qui vont décoller dans les minutes qui viennent. Voilà, on les voit sur ces images. C'est l'engagement, hein, c'est ce que leur a rappelé leur supérieur tout à l'heure. Dans ce genre d'événement absolument traumatique, évidemment, qui doit s'apparenter, peut-être que vous me démentirez, mais à un attentat ou une scène de guerre, comme il l'a dit lui. Une catastrophe. On passe d'abord par la sidération. Et est-ce que ça peut durer, la sidération? Parce que les habitants qu'on a au téléphone depuis ce matin sont encore, pour certains, totalement sidérés. Ah oui. Non, la phase de sidération est encore présente. Hein. Encore une fois, les échanges que j'ai eus hier soir ou ce matin, on est dans l'urgence, dans les faits immédiats, mais la sidération peut durer, et peut durer beaucoup plus longtemps. Et ce qu'il faut faire, c'est parler tout de suite, évacuer, qu'on comprenne bien le mécanisme psychique. Le mécanisme psychique, c'est une effraction. C'est-à-dire que nous avons tous une bulle de protection, comme une peau. Une peau au niveau psychique, elle existe aussi. Et là, nous avons une effraction, c'est-à-dire une blessure brutale, ouverte, saignante, douloureuse, de souffrance humaine et de confrontation à la mort. De confrontation à la mort de manière subite. C'est-à-dire, on sait qu'on va mourir, mais le plus loin possible. Mais là, on aurait pu mourir. Et on est vivant. Je voudrais simplement vous faire réagir les uns et les autres à ce qu'on a appris donc il y a quelques instants. Le chef de l'État va se rendre au Liban. Est-ce qu'aller leur parler, c'est valider, comme le dit à l'instant Jacques Boutot, c'est valider leurs dirigeants, les gouvernements? Non, je ne le crois absolument pas. On ne peut que saluer le déplacement d'Emmanuel Macron et de manière aussi réactive, c'est-à-dire dès le lendemain, il se déplace et il y va. On l'a rappelé, c'est un pays frère, c'est un pays ami, où les liens, en tant que membre du groupe d'amitié France-Liban, je ne pourrais pas dire autre chose, et je suis intimement convaincu que ces liens dépassent même le cadre simplement de relations d'État à État. Ce sont des liens beaucoup plus substantiels, on va dire ça comme ça. Et ces preuves d'amour, on va dire, ces preuves d'amitié nécessitaient un déplacement et nécessité aussi parce que la France est attendue dans cette région pour tenir sa place et son rang en tant que chef de file. C'est la France qui doit être chef de file, qui est en première ligne. Donc, le fait que Emmanuel Macron prenne conscience et y va immédiatement, je ne peux que saluer à la fois pour l'imaginaire de ce qui peut se dire ou se penser dans ces régions, parce que l'imaginaire est important. Et puis, je reviendrai juste sur la déclaration du Premier ministre libanais. Vous ne l'avez pas traduite, mais dans son intervention, dans sa présentation, il parle de martyrs. Si on traduit le terme de chouhada qui a été utilisé, c'est le terme de martyr. Donc là aussi, les imaginaires ont, dans cette déclaration politique, il fait aussi entrer les imaginaires. Et comme on sait que dans cette région, la question, du martyr est une question, à ne pas négliger, il faut aussi que nous puissions sortir et dire, nous sommes présents. Nous sommes dans cette région en pays frères et amis. Il n'y a pas d'ingérence. Toutes les souverainetés seront respectées. Mais nous devons être présents parce que c'est ce qu'on attend d'un ami et c'est ce qu'on attend d'un membre de la famille. C'est dépasse même la question de l'amitié. La France est un membre de la famille. Donc, quand un membre de la famille vient dans le cas d'un deuil ou d'un traumatisme, on lui ouvre la porte et on est content qu'il soit présent. On ne se demande pas si on s'entend bien avec lui ou pas.